Et j'avais envie de parler de l'éthique, parce que je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on a de plus en plus de gens qui se lancent dans les soins, dans la communication animale, dans plein de choses au niveau des énergies. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et après, c'est un sujet qui est important de mettre en lumière, c'est l'éthique. Donc voilà, les gens arrivent gentiment. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, ça commence maintenant. Et puis, si jamais vous pouvez le reprendre en replay, je la posterai après sur mon site. Est-ce que les oiseaux sont trop forts derrière? Parce que moi, je les entends bien. Personne ne me dit rien par rapport à ça, ça a l'air d'être OK. Alors voilà, là, tout le monde me connaît, je crois, mais juste pour vous dire en 2 mots qui je suis. Donc, je m'appelle Michèle Charrière. Ça fait maintenant, depuis le mois de septembre, que j'ai déménagé de Moutier à Mauvelier, où j'ai le cabinet. J'ai été conseillère en assurance pendant plus de 15 ans. Donc, vous voyez, un job plutôt terre à terre. Et puis, je suis actuellement entièrement indépendante en tant que thérapeute, autant pour les humains que pour les animaux. Je suis aussi interprète animalière. Et puis, maintenant, je suis très heureuse de faire que ça. Ça change la vie. Donc, je travaille en soins énergétiques, mais pas seulement. On peut aussi venir me voir au cabinet, où je donne des soins avec les bols chantants qui nous accompagnent et différents instruments. Alors, à part ça, je me considère comme une personne tout à fait normale, même si des fois ça faisait un petit peu rigoler mes clients dans les assurances quand ils apprenaient que leur conseillère, elle parlait aux animaux. Je pense qu'ils avaient peut-être peur de savoir que je sache qu'est-ce qui se passait dans les écuries. Alors, pour moi, c'est hyper important de pouvoir s'occuper de l'animal et de l'humain. J'aime avoir cette chance de pouvoir relier les deux ensemble. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et avant que j'aille plus loin, j'aimerais quand même vous dire que tout ce que je vais vous raconter ce soir, c'est uniquement ma vérité. Donc, je ne suis pas un gourou, de loin pas. Faut pas forcément croire tout ce que je dis. Ce que je vais exprimer ce soir, c'est la vérité qui est basée sur mes enseignements, sur mon expérience, mon vécu, sur les formations que j'ai reçues. Donc, c'est un mélange de tout ça. Et c'est clair que mes vérités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 10 ans. Ce ne sera pas les mêmes dans 10 ans non plus, parce que ça bouge avec les expériences. Donc, si quelque chose dans ma vérité d'aujourd'hui vous dérange ou vous plaît pas, laissez ça de côté, je ne vais pas vous en vouloir. Le plus important surtout, c'est de croire en votre vérité. Ça, c'est le plus important. Et si vous avez un doute, en fait, le mieux, c'est d'expérimenter les choses par vous-même. C'est le seul moyen de savoir si une vérité peut devenir la vôtre. Dans le monde des énergies, pour moi, il n'y a personne qui détient the vérité absolue. On ne saura jamais tout d'ailleurs, et heureusement, parce que le jour où on saura tout, on sera là-haut. Alors, profitons de notre ignorance sur Terre en tant que terriens et vivons nos expériences. Mes croyances, en fait, elles viennent avec le temps. Et puis, je me rends compte que pour moi, il n'y a pas de mauvaise thérapie, de mauvaise méthode ou de mauvais thérapeute. Pas du tout. Il y a juste des méthodes ou des thérapies qui sont en résonance avec nos croyances du moment, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, c'est la même chose. Chacun sera attiré vers le thérapeute ou la thérapeute qui pourra l'aider à ce moment précis. Chacun sera attiré vers la méthode qui sera en résonance avec lui-même. Parfois, il y a une méthode qui conviendra pas du tout à une personne, mais très bien à une autre. Ou alors, cette méthode ne conviendra pas avec un certain thérapeute, mais la même méthode avec un autre thérapeute, c'est bingo. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de résonance avec soi-même, avec nos croyances. Et puis, comme durant notre vie, nos croyances évoluent, c'est aussi logique que parfois, on a envie de changer de thérapeute, d'aller ailleurs, parce qu'on a envie de se confronter à d'autres croyances, et tout d'un coup, elles sont plus en accord avec les nôtres, tout simplement. En tant que thérapeute, je me rends compte que les gens qui viennent vers moi, souvent, ils attendent énormément de moi. Alors, j'imagine que les autres thérapeutes, si on a ici, pourraient peut-être le dire. Vous constatez pareil. Pour ma part, je vais parler de mes expériences parce que je ne sais pas ce que les autres vivent. Mais quand on fait appel à moi, que ce soit pour un animal, pour un humain, on attend un résultat. Et souvent, on aimerait que la situation change radicalement et en plus rapidement. Alors, ça, je peux tout à fait le comprendre, mais dans le monde des énergies, ça ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Ça, c'est clair. Quand je fais un soin, je ne fais pas de miracle. Pour moi, les miracles, c'est à Lourdes. Mais de mon côté, j'insiste, je ne suis pas capable de faire des miracles. Je vais simplement, dans mon travail, donner des impulsions afin que les choses se remettent en route, un peu comme si je donnais un porte-clés à une personne ou à l'animal. Mais après, c'est à lui
de bien vouloir utiliser les clés qui sont dans ce porte-clés. Hein, c'est comme quand, je ne sais pas si on vient me voir, on me tend un porte-clés vide et on me dit, ben voilà, le problème est là, je suis devant une porte, c'est mon problème, mais je n'ai pas l'outil pour l'ouvrir. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est me mettre à quatre pattes avec le patient pour aller chercher les clés qu'il a perdues. Je vais remettre les clés à son porte-clés, mais je vais lui rendre le porte-clés. C'est ça. En fait, si on veut bien, si la personne après, elle ne veut pas utiliser ses clés pour ouvrir les nouvelles portes, moi, j'y peux rien. L'être qui reçoit le soin doit ensuite faire le bout de chemin tout seul. C'est lui qui décide au final s'il veut ou non guérir. Et c'est très important de rendre le pouvoir au patient ou à l'animal. C'est pas le thérapeute qui guérit. Non, pour moi, le thérapeute, il fait jamais de miracle. C'est l'être qui vient vers le thérapeute pour un soin qui décide s'il veut guérir ou non. C'est vraiment ça. Moi, j'aide à transformer les choses qui peuvent être transformées. Je ne peux pas aller contre les plans. Je ne peux pas non plus changer les choses qui doivent être vécues. Je suis juste à l'écoute du corps dans son ensemble et je regarde où les choses sont susceptibles de bouger. Je mets les choses en lumière, je me mets, comme je vous ai dit, à quatre pattes pour retrouver ces clés perdues. Mais une fois que je rends ce porte-clés, moi, je suis personne pour dire quelle porte vous devez ouvrir en premier. Ça reste la décision du patient. Personne d'autre que le patient pourra mieux décider pour lui-même. Imaginez si je prends vos clés et que j'ouvre une porte à votre place, mais que vous n'êtes pas prêt à accueillir ce qu'il y a derrière cette porte. C'est un peu compliqué. C'est pas parce que je vous rends toutes les clés que j'ai retrouvées que vous pourrez peut-être ouvrir les portes tout de suite. Il y a parfois besoin de temps. Il y a parfois des blocages qui peuvent être profonds et qui nécessitent d'ouvrir les portes les unes après les autres, petit à petit, à son rythme. Parfois, il y a des clés qui ouvrent aucune porte pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que la guérison ne va pas survenir. Ça veut simplement dire que ce n'est peut-être pas tout de suite pour cette guérison-là. Il y a peut-être d'autres choses avant à guérir. Il y a peut-être d'autres priorités pour votre corps. Et il faut savoir accepter ça. Notre corps, il sait mieux que personne ce qui est juste ou non pour nous. Ça, c'est vraiment une réalité. En tant que thérapeute, mon rôle, c'est pas de rendre mon patient dépendant de moi. Au contraire, mon rôle, c'est de lui redonner son pouvoir d'auto-guérison parce qu'en fait, on a tous cette capacité de guérir. Par rapport à ma vérité, chaque maladie est un mal à dire. Et chaque mot vient à la base d'une émotion. Mais ça, c'est ma vérité. Donc, si on arrive à se rendre malade nous-mêmes, on est donc capable de se guérir nous-mêmes, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si vous doutez qu'on est capable de se rendre malade, je vous donne un petit exemple. Quand vous étiez petit, je suis sûre que ça vous est à tous arrivé un jour de ne pas avoir envie d'aller à l'école parce qu'il y avait une poésie à réciter et on ne la savait pas, parce qu'il y avait un examen, etc. Et on s'est tellement convaincu qu'on serait malade le lendemain que quand maman vient nous réveiller le matin, elle prend la température et on a de la fièvre. Ou on a mal au cou, on a vraiment chopé quelque chose. Donc, on est très, 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 très fort pour créer les choses, sauf qu'on se rend plus facilement compte du négatif qu'on crée que du positif. Et ça se crée très vite. Donc finalement, si on est capable de se rendre malade, on est aussi tout à fait capable de se guérir. Ça, c'est clair. Parfois, après un soin, les résultats, ils se font remarquer très rapidement. Puis alors, on me dit, ah ouais, mais merci, grâce à vous, depuis que je suis venue vous voir, je vais beaucoup mieux, je vous remercie. Je rigole toujours quand on me dit ça, parce que les gens sont parfois surpris de ma réponse, parce qu'en fait, je leur dis que c'est en tout cas pas moi qu'il faut remercier, mais qu'ils peuvent se dire merci à eux-mêmes. Parce que moi, j'ai rien fait. J'ai juste donné des impulsions afin de remettre la machine en route. Mais c'est mon patient, lui, qui a fait l'essentiel du travail. C'est lui qui a décidé de faire quelque chose pour aller mieux en prenant rendez-vous. Donc, juste en prenant un rendez-vous, on fait déjà 50% du boulot. Parce que c'est le patient qui a choisi d'aller mieux. Après, il y aura toujours une catégorie de patients qui voudraient aller mieux. Et ça, c'est une nuance importante. Je le mets au conditionnel volontairement. Parce que je veux ou je voudrais, pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Pour les patients qui voudraient, souvent, le résultat, ça ne vient pas toujours. Parce qu'il faut savoir que certaines personnes ne veulent pas guérir. Ah ouais, je vous l'assure. Vraiment. Il y a certaines personnes qui se sont tellement, en fait, identifiées à leur maladie qu'ils sont devenus leur maladie. J'ai une fois une dame qui me dit je dois aller une fois par semaine faire ma piqûre. Elle s'était même approprié sa piqûre. Donc, je lui ai dit, mais prendre la distance avec ça, c'est pas ta piqûre, c'est une piqûre.
Donc, pour vous montrer à quel point on peut s'identifier à une maladie et devenir notre maladie. Et si vous donnez l'impulsion à ces gens-là qui peut leur permettre de se libérer de cette maladie, alors là, c'est presque la panique dans certains cas. Parce que cette personne-là va peut-être se dire, mon Dieu, mais si je suis plus malade, mais je vais devenir qui? Qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais me plaindre? Comment je vais pouvoir attirer l'attention sur moi? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, le patient n'a pas conscience qu'il vit ça, mais je suis sûre que vous avez tous dans votre entourage connu quelqu'un comme ça. Je ne parle pas forcément de maladie, hein, mais des gens qui se plaignent tout le temps, mais en fait qui font rien pour que ça change. Et ça, c'est une réalité. Il y a des patients qui ne veulent pas guérir. Ils voudraient, mais ils ne veulent pas. Et ça, c'est une nuance importante. Et c'est souvent ces gens-là qui vont courir les médecins en tout genre, alors que ce soit de la médecine classique, allopathique, tout ce qu'on veut, hein, holistique, qui vont aller faire plein de séances de médecine douce chez différents thérapeutes, croyant vraiment être en quête de guérison, hein, ils en sont convaincus. Mais ils sont surtout, avant tout, en quête d'attention. Et ces gens-là, malheureusement, souvent, sont la proie de thérapeutes pas très bien attentionnés. Ça arrive. Mais après, pour moi, il n'y a pas de hasard. Si on doit rencontrer dans notre vie un thérapeute qui est mal intentionné, c'est qu'on a aussi des choses à apprendre. Je pense qu'il y a du monde pour tout le monde sur la Terre. On ne croise pas la route des gens par hasard. Et si on fait une expérience négative, c'est qu'on doit apprendre cette expérience. Mais bref, ça, c'est pas le sujet. Alors, comme rien ne marche pour ces gens-là, ben, ils vont commencer d'abord à croire qu'ils vont jamais guérir. Donc, ils s'identifient encore plus à leur maladie. Ils se font une vérité que ce sera toute leur vie comme ça. Ou alors, pour eux, ces médecines-là, ça va devenir du blabla et puis ils vont penser qu'il n'y a rien qui est vrai. Mais ils vont quand même continuer à aller voir des thérapeutes. Et on y revient. Le thérapeute, lui, il ne fait pas de miracle. Vous seul, en tant que patient, êtes capable de guérir et être responsable de votre guérison. En tant que thérapeute, moi, je me dois de rendre cette responsabilité de la guérison à mon patient. C'est pas de ma faute si ça fonctionne pas. Je fais toujours mes soins de mon mieux et en mon âme et conscience, mais parfois ça suffit pas. Le déclic doit venir de l'intérieur de mon patient et pas de l'extérieur. Et à votre avis, justement, on vient maintenant à un sujet qui est important. Quand on est thérapeute, est-ce que vis-à-vis de notre patient, on doit s'impliquer ou participer? Et là, j'aimerais votre avis. Si vous voulez noter en commentaire, je vais regarder un petit peu ce qui se dit. J'avais déjà eu 2-3 commentaires suite à l'annonce du direct et 2-3 choses très intéressantes. J'ai une amie ostéopathe qui se reconnaîtra si elle est là, qui disait moi c'est un petit peu compliqué parce qu'en tant qu'ostéopathe, il y a une partie où je participe mécaniquement, mais après il y a une partie aussi où je m'implique mécaniquement plutôt et l'autre partie où je participe. Je dirais que pour les thérapeutes qui ont quelque chose à faire avec le toucher, les rebouteux, ceux qui font de la réflexologie, les masseurs, etc., oui, il y a peut-être quelque chose de différent. Pas mal de monde m'a dit oui, il faut s'impliquer. C'est important de s'impliquer, sinon il y aura pas d'effet. Alors c'est très partagé, je trouve. Et avant que je vous donne un peu mon point de vue là-dessus, j'aimerais juste que vous me notiez en commentaire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Est-ce qu'un thérapeute dans un soin, il doit s'impliquer ou il doit participer? Est-ce qu'il y a des volontaires qui seraient d'accord de me donner un petit peu leur point de vue? Alors Véronique Bussien dit que les deux vont de pair. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus pourquoi tu dis que les deux vont de pair, Véronique? Après, j'ai aussi une amie thérapeute qui a dit c'est difficile de se positionner parce que ça dépend quelle définition on met derrière s'impliquer et participer. Ça, c'est vrai. Il faudrait peut-être aussi définir ça. Hein. Mais vous allez comprendre quand je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a d'autres avis à part Véronique qui dit que pour elle, les deux vont de pair? Alors, c'est un peu en décalé. Bon, alors, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ça. J'ai lu le livre d'Agnès Jacob, peut-être que vous le connaissez. Il travaille sur Neuchâtel, il a l'école Fréquence, je crois. Il forme des gens pour les extractions d'informations. Très intéressant, ce monsieur, qui explique avec une très jolie image la différence entre s'impliquer et participer dans un soin. Et j'aimerais vous la raconter, cette histoire. En fait, il explique il prend l'histoire d'une omelette. Quand vous faites une omelette, vous avez besoin de différents ingrédients. Alors là, on va inclure de la viande, donc excusez-moi pour les végétariens, mais c'est pour l'exemple. Donc dans une omelette, on a du lait, on a des œufs, et puis on peut avoir du jambon, enfin plein d'autres choses, mais ça peut être les 3 ingrédients de base. Derrière ces 3 ingrédients, on est d'accord, il y a 3 animaux. Derrière la vache,
Derrière le jambon, il y a la vache, enfin la vache, il y a le cochon. Derrière le lait, il y a la poule. Et puis, derrière... oh, mais là, je suis vraiment fatiguée, ça. Derrière le lait, il y a la vache. Derrière l'œuf, il y a la poule. Et derrière le jambon, il y a le cochon. On y arrive. Ça doit être le vent. Ça m'a un peu déconnecté. Alors, en fait, si on réfléchit, dans ces 3 animaux, vache, poule, cochon, qui s'est impliqué et qui a participé, selon vous? Et là, j'aimerais bien vos réponses. Réfléchissez. Omelette au jambon. Alors, attendez, je regarde vos commentaires. Daniel dit participer, c'est seulement prendre part. Dominique qui dit qu'elle pense que c'est mieux de participer, mais néanmoins qu'il faut aussi s'impliquer. Et puis Sabine dit, pour moi, si tu dis que c'est le patient qui se guérit, que tu donnes des impulsions, dans ce cas, tu participes. Ouais, tu t'y approches. Si on revient à notre omelette, donc on a une vache qui donne du lait, une poule qui donne des œufs et le cochon qui donne le jambon. Qui s'est impliqué dans l'omelette? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pas tous en même temps. Bon, vous voulez la réponse? Ok, alors je vous la donne. Dans cette histoire, il y a un animal qui s'est impliqué et 2 qui ont participé. La vache a donné son lait, la poule a donné son œuf et le cochon, il a donné de sa personne. Donc en fait, le cochon s'est impliqué. Et la vache et la poule, elles, continuent leur petite vie, mais elles ont participé à l'omelette en donnant une petite partie d'eux-mêmes. Et ça, c'est une grande, grande, grande différence. C'est pourquoi dans un soin, je participe à la guérison de mon patient, mais je ne m'implique jamais. Après, c'est ce que je disais un petit peu avant, ça peut être un petit peu différent selon la méthode qu'on utilise. Si vous êtes ostéopathe, par exemple, vous allez vous impliquer dans le mouvement corporel que vous donnez à l'autre, parce qu'il y a une implication physique, c'est autre chose. Mais là, moi, je parle vraiment des thérapeutes en énergétique, et on va rester sur ce domaine-là pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Si je m'implique, en fait, je risque surtout de ne plus avoir conscience de mes limites et de me laisser dépasser par mon ego parce que lui, il veut absolument réussir à guérir le patient. Ça, c'est clair et net. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, et pour moi, mais aussi pour mon patient. De mon côté, si je m'implique et que je veux le guérir, ben, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? C'est là que ça commence à venir un petit peu embêtant. Parce que si ça marche pas, je vais commencer à me dévaloriser. Je vais remettre mes capacités en doute. Je vais peut-être partir dans l'émotion. Je vais partir dans mes peurs. Et dans cet état-là, ben, franchement, je suis plus vraiment d'une grande aide pour mon patient. Je peux même commencer à ne plus croire à ma pratique. Donc, vous voyez, si je commence à vouloir absolument qu'il guérisse et que le patient, lui, n'est pas prêt ou que c'est pas le moment et que ça marche pas, c'est pas forcément que j'ai mal fait mon boulot. C'est simplement qu'il y a peut-être autre chose derrière qui se trame. Je lis juste un petit peu vos commentaires. Catherine, jambon participe, œuf, lait s'implique. Alors non, c'est l'inverse, Catherine. Le jambon, s'il avait participé, il serait encore en vie. Et là, il s'est impliqué. Donc, du coup, il ne peut plus rien faire. Par contre, la vache et la poule ont participé et du coup, elles pourront encore participer. Daniel qui dit s'impliquer, c'est donner de soi avec un réel intérêt. C'est une définition, oui. Je n'ai pas été voir dans le dictionnaire ce que c'est vraiment la définition de s'impliquer. Mais je pense que dans les soins, s'impliquer, c'est trop intime. Caroline qui me dit que la poule quoi? Le cochon. Je vois des réponses là, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de qui a fait quoi. Mais je vous ai donné la réponse. Donc, la seule personne qui s'est impliquée, c'est le cochon. Et le cochon, malheureusement, il n'est plus là. Donc, il faut être conscient de ça. Si je veux absolument un résultat, je vais focaliser sur ce résultat et je vais bloquer le champ des possibles. Ça, c'est ce que je fais quand je veux m'impliquer, justement. Imaginez si vous voulez tellement une chose précise, alors vous allez l'obtenir, mais vous obtiendrez uniquement ça, ce que vous avez voulu. Mais peut-être que si vous auriez pu obtenir bien plus en focalisant pas autant sur un résultat précis, mais en se disant au final, je veux être bien. Être bien, ça ne veut pas forcément dire avoir une maison, avoir une voiture, avoir ce job, avoir cette relation-là. C'est peut-être encore toute autre chose pour vous, être bien. Donc, des fois, on focalise trop sur le résultat quand on s'implique et du coup, on bloque les possibilités. Vous voyez pourquoi, si je m'implique, ça peut aussi venir embêtant pour mon patient parce que du coup, je limite plein de possibilités pour lui. Par contre, si je participe dans un soin,
pour moi, ça résonne tout à fait différemment. Parce que je reste à ma place. Je n'implique pas mes émotions et je reste en recul de la situation afin de mieux comprendre ce qui se joue. Je vous donne un exemple d'une situation que j'ai vécue et c'était vraiment flagrant de voir à quel point ça peut être un problème si on s'implique trop. Je regarde juste vos commentaires. Ok, alors je vois que Dominique a mieux compris la différence avec l'histoire de l'omelette, c'est très bien. Véronique dit, en réflexo, tu t'impliques pour certaines douleurs. Non, tu ne peux pas t'impliquer pour les douleurs des gens. Ça c'est pas juste. Tu dois ressentir avec tes mains. Tu participes aux soins. Tu t'impliques dans ton mouvement que tu fais. Ça, je suis d'accord. Mais après, pour ressentir la douleur, à mon avis, c'est pas de l'implication, c'est de la participation. Daniel Gremaud dit, faut-il vraiment se perdre pour s'impliquer? Alors là, je ne te suis pas, mais pour moi, c'est un risque, clairement. Je vous donne justement l'exemple de cette situation que j'ai vécue. Il y a une patiente l'année passée qui vient vers moi parce qu'elle avait une dépression à cause d'une relation amoureuse. Et puis, elle m'explique sa situation et on fixe un rendez-vous pour un soin à distance. Elle me rappelle quelques temps après le soin en me disant que ça lui a vraiment fait du bien, qu'elle aimerait poursuivre le travail. Et puis, quand je commence un peu à discuter avec elle, je me rends compte qu'elle s'accroche à cette histoire. Et puis, elle me dit elle-même que c'est une histoire qui la rend malheureuse, qu'elle n'est pas respectée dans son couple. Et apparemment, que son amie n'a pas vraiment les mêmes envies qu'elle et surtout n'est pas à son écoute. Et elle me confie qu'elle se sent vraiment pas bien comme ça et qu'elle aimerait bien réussir à prendre la distance avec cet homme, mais que elle n'y arrive pas. Donc, je vous résume la situation en gros. Alors, on refait donc un deuxième soin, au terme duquel je lui demande à elle de s'impliquer, par contre, dans sa propre guérison, parce que c'est pas à moi de le faire. Et pour ça, je lui ai soumis l'exercice des bonhommes allumettes et la technique du verre d'eau. Alors, certains connaissent, c'est quelque chose qui nous permet de couper les liens négatifs avec une situation, avec une personne. Donc, elle me promet de le faire avant le prochain soin. Et puis, lors du soin d'après, bien sûr, je lui demande si elle a fait l'exercice que je lui avais suggéré. Elle me répond que non, qu'elle n'a pas eu le temps. Alors bon, moi, ça m'embête un petit peu parce que je vois qu'elle ne s'implique pas. Mais je le fais donc pour elle à distance, durant le soin. Mais je lui demande vraiment de le refaire de son côté le soir même. Et je lui dis que je ne ferai pas d'autres soins tant qu'elle n'aura pas fait ce travail. J'étais claire avec elle. Parce que je veux qu'elle s'implique, elle, dans sa guérison. Je ne veux surtout pas continuer à lui prendre des sous, quelque part, il faut être honnête, si elle n'est pas prête à s'investir pour elle-même. Alors, au prochain rendez-vous, je lui redemande si elle a pris le temps de faire les exercices. Puis, à votre avis, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Eh ben, elle ne les avait pas fait. Et là, j'ai refusé tout bonnement de lui faire un soin. Parfois, il faut savoir dire stop. Parfois, il faut savoir dire non, je ne peux plus vous donner des impulsions si vous ne désirez pas les prendre. C'est dur, mais c'est comme ça. Ça ne remet pas en cause votre boulot, au contraire, ça montre aussi votre sérieux par rapport à ce que vous pouvez offrir à l'autre. Elle ne faisait pas ces exercices, pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'en faisant ça, son ami allait la quitter ou que cette relation se terminait. Et pourtant, une relation dans laquelle elle n'était vraiment pas heureuse, une relation dans laquelle elle ne se sentait pas respectée, mais mine de rien, sans ça, elle était paumée. Je peux comprendre, ça lui faisait très peur. Et dans ce cas, c'est comme si quelqu'un est en panne d'essence sur l'autoroute, qui vous appelle pour vous dire de lui amener un jerrycan, et puis que vous lui remplissez son réservoir, mais que la personne, elle ne met pas la voiture en marche. Votre geste, il leur a servi à rien. On est bien d'accord. Donc, si je continue, dans ce cas précis, de faire des soins, c'est comme si j'allais remplir son réservoir d'essence encore et encore et encore, mais qu'elle n'utilisait jamais sa voiture. Au bout d'un moment, le réservoir, il déborde et finalement, c'est du gaspillage complet. Et c'est ce qui arrive quand on s'implique dans nos soins. On veut absolument que la personne guérisse et on y met toute notre âme, tout notre cœur et on y met tellement de cœur que finalement, on y laisse des plumes parce qu'on ne voit pas que tout ça, c'est de l'énergie que l'autre ne peut plus prendre. Ça sert à plus rien pour le moment de mettre de l'essence dans son réservoir qui déborde parce qu'il ne veut pas mettre en marche le véhicule par peur de ne pas savoir quel nouveau chemin emprunter. En principe, on a des GPS sur toutes les voitures, mais il faut savoir utiliser le GPS. Donc, c'est vrai que c'est un peu pour vous imager les choses. Pour moi, la personne qui s'implique dans le soin, c'est le patient. Ce n'est pas nous en tant que thérapeute. En tant que thérapeute, on doit rendre la responsabilité de la guérison à son patient. C'est eux qui décident s'ils veulent guérir ou non, finalement.
Je sais que mes propos peuvent choquer, hein, mais on va me dire alors ouais, mais alors la personne qui a ça ou ça, elle n'a pas choisi d'être malade, elle veut guérir, elle n'y parvient pas. Alors c'est pas juste ce que tu dis. Ben moi je suis pas sûre. Est-ce qu'on choisit pas d'être malade? Comme on a dit avant, hein. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde veut vraiment guérir? Ça je sais pas. Concernant ce sujet, moi je vous conseille un livre qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné un sacré bon coup de botte à mon derrière par rapport à mes croyances. Le livre, j'en ai déjà parlé dans un autre direct qui s'appelle Les âmes courageuses, programmons-nous les défis de notre vie avant notre naissance. Et c'est un livre de Robert Schwartz. Donc on le trouve chez Payot. Ce livre, il m'a bien chamboulé et en fait, il m'a fait comprendre plein de choses par rapport à ça. Et l'ego aimerait bien que je sois capable de guérir l'autre. Ça serait très flatteur. Mais ça, c'est pas la réalité. Certes, j'aide, mais je suis pas guérisseuse. Et pour moi, les guérisseurs, ce sont les patients. Pour moi, dans le monde des thérapeutes, il faut savoir rester humble. Il faut savoir reconnaître nos limites dans la guérison de l'autre. Nous, on fait notre part en participant, mais après, c'est l'autre qui doit faire l'autre beau. Mes patients sont parfois un peu surpris quand je leur dis que je peux plus rien faire pour eux pour le moment s'ils font pas un minimum pour eux-mêmes. Pour moi, les patients, c'est pas des vaches à lait, hein. Je veux pas créer des dépendances. Mon but, c'est tout le contraire. Mon but, c'est vraiment de rendre l'indépendance à mon patient pour qu'il retrouve lui-même le chemin de l'auto-guérison, qu'il puisse reprendre le pouvoir et la responsabilité de sa santé. Ça, c'est ce que j'aimerais du plus profond de mon cœur, finalement. Mais je me méfie toujours des thérapies miracles, hein. Une séance et vous êtes libéré. Alors oui, parfois ça fonctionne. Je dis pas le contraire. Des fois, du premier coup, on peut avoir des résultats surprenants, même dans les soins que je prodigue, que ce soit pour les humains ou les animaux. Mais pour moi, c'est pas l'œuvre d'un miracle. C'est juste que c'était pile poil le bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et la bonne thérapie. C'est simplement la dernière pièce du puzzle qui manquait pour que les choses puissent se remettre à fonctionner normalement. Et ça, c'est complètement différent qu'un miracle. Alors faites attention avec les promesses de thérapie miracle, de thérapie one-shot. Soyez conscient que vous seul êtes responsable de votre guérison et donnez-vous les moyens de vous guérir. Donnez de l'importance à votre guérison, de l'importance à votre santé. Le thérapeute, lui, il ouvre la voie. Il guide, il soutient, mais il ne guérit pas à votre place. Il est là pour vous accompagner dans votre démarche afin que vous vous retrouviez tout seul, votre magie intérieure, votre pouvoir. Mais le pouvoir de guérison vous appartient et ce n'est que vous qui déciderez de transformer les choses ou non. Pour ma part, j'adore participer à l'évolution de mes patients, qu'ils soient humains ou animaux, hein, c'est égal. C'est un réel plaisir de voir les choses se transformer quand ça se passe. Dans mes cours également, je participe à transmettre mon savoir. Mais après, c'est seulement les élèves qui vont décider s'ils vont mettre les choses en pratique ou non. Moi, je ne peux pas le faire à leur place, vous voyez. Moi, je participe à transmettre, mais c'est l'élève qui va ensuite s'impliquer pour la suite dans son apprentissage. Pour le patient, c'est pareil. Moi, je participe à son évolution et c'est lui qui s'implique pour sa guérison. Participer en tant que thérapeute, c'est reconnaître ses limites et c'est rester à sa place afin de pouvoir apporter ce dont le patient a besoin. Mais après, le reste, ça, c'est dans les mains du patient. Le patient, il a besoin qu'on prenne ce recul pour qu'on puisse voir la situation parce que lui, il est en plein dedans, la situation, et il ne la voit plus. Si vous allez vous impliquer avec lui dans la situation, ben, vous serez au même stade que lui. Vous aurez les mêmes paramètres, les mêmes œillères et vous verrez plus que la situation. Quand on participe, on reste vraiment à l'extérieur de ce cercle et vous pouvez faire tout le tour de la situation. On peut mieux voir avec la distance. Donc, je ne sais pas si pour vous, c'est un petit peu plus clair maintenant entre la participation et l'implication. Je vais juste un peu lire vos commentaires. Alors, donc il faut juste participer, exactement. En général, alors Véronique dit en général, lors d'un soin réflexologie, je participe au soin et je m'implique si je sens un point douloureux. Oui, tu t'impliques dans le mouvement que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juste parce que tu es en train de faire un truc mécanique. Donc, il y a une implication de ton physique, forcément. Tu travailles avec tes mains. Là, moi, je te parle vraiment au niveau énergétique. Nathalie Boya dit quand on s'implique, on risque d'être trop dans l'émotionnel et on n'a plus les bons réflexes. Exactement. C'est tout à fait ça. Daniel comprend mieux ce que je veux dire, c'est très bien.
Oui, Catherine qui dit que ma patiente n'était pas prête, ben, c'est exactement ça. En fait, cette patiente était en train de prendre conscience d'une situation et vraiment au fil des soins, je voyais cette prise de conscience. Mais après, entre prendre conscience de quelque chose et être OK de perdre ça, ben, des fois, il y a un... même si c'est pour un mieux après, mais c'est clair que le moment où on se sent seul, c'est pas toujours facile. Donc oui, il y a des gens qui sont pas prêts à guérir parce qu'ils ont peur quelque part de d'être quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un d'autre, de meilleur certainement, mais ça peut faire peur. Hein, quand on s'est identifié à une maladie, qu'on en parle tout le temps, que c'est le sujet de discussion en famille, à table, avec les amis, le jour où il n'y a plus ça, ben, faut réapprendre. Hein, faut réapprendre à mettre d'autres choses en avant sur soi. Je regarde un petit peu encore vos commentaires. Dominique dit on est un peu comme des béquilles. Ouais, exactement. Mais les béquilles, quand on les garde trop longtemps, après on boite comme le Dr House. Donc il faut savoir à un moment donné lâcher ces béquilles. Donc nous, on a la petite béquille pour aider, mais dès que le patient commence à savoir user de ses deux pattes, il faut qu'il se lance. Ça c'est clair. Daniel me demande qu'est-ce que je dis des maladies héréditaires. Alors, c'est pas le sujet du direct, mais pour moi, tout a une raison. Et lis peut-être ce livre, Les âmes courageuses, parce que ça parle de différentes sortes de maladies, de différentes situations. Et c'est très, très, très intéressant. Catherine qui dit, on est notre propre maître, comme disait ma maman. Ben, c'est ça, c'est ça. On est le maître de soi-même. On ne peut pas être le maître des autres, hein. On n'est que maître pour soi-même. Caroline, tu t'inquiètes pas, tu pourras reprendre le direct par après de toute façon. Et Véronique, oui, tu vois, c'est dans le mouvement que tu t'impliques. C'est pas dans la volonté de guérison. C'est des choses différentes. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Donc, souvenez-vous de l'histoire de l'omelette. On a un cochon, une poule, une vache, et la personne qui s'est impliquée, c'est le cochon. Et lui, il n'est plus là. Par contre, la poule et la vache s'en sortent bien parce qu'elles continuent à faire leur participation sans pour autant y laisser des plumes. Donc, en tant que patient, c'est important aussi que vous ayez un thérapeute qui sache rester à sa place parce que sinon, il va rentrer avec vous dans votre émotionnel. Et finalement, c'est pas le but que le patient pleure avec nous. On est d'accord. On veut chercher de la lumière, on veut chercher autre chose. Donc, cette distance est nécessaire pour donner le meilleur de soi-même quand on pratique, quand on est dans notre pratique. Parce que dans l'implication viennent se mêler les émotions et du coup, c'est risqué. C'est autant risqué pour vous que pour le patient. Donc voilà, ce sera en gros le sujet des prochaines conférences. Enfin, pas des prochaines, parce que là, j'ai un salon ce week-end prochain qui sera au Mouret, où là, la conférence sera donnée sur le soin naïf. Et puis, juste après, le week-end d'après, le 7 et 8 mars, il y a le salon La joie du mieux vivre à Halle, où là, je donnerai la même conférence, mais dans le Jura. Donc, le Mouret, c'est sur Fribourg. Hein. Et puis, Terre Animale, ce sera certainement, je ne sais encore pas, une nouvelle conférence. Et puis, la toute nouvelle, celle-là, elle sera donnée à Glevelier au salon Vive Zen. En tout cas, je vous remercie. Si vous pouvez mettre un petit peu en commentaire vos sentiments sur ce sujet. Est-ce que c'est un sujet qui vaut la peine d'être mis en avant en conférence? Est-ce que ça peut aider des gens à comprendre ce qui peut se passer? Moi, j'avais l'impression que parler d'éthique, c'était une fois important. On en parle peu. On en parle peu. Et c'est vrai qu'en soins, on doit toujours faire attention à garder notre ego un petit peu derrière, même s'il est toujours là, c'est normal. Mais on doit savoir rester à sa place et ne pas vouloir prendre le pas sur la guérison du patient. Voilà. Je regarde un petit peu encore vos commentaires. Merci Véronique. Merci Dominique. Enfin, merci à tous. Merci à tous les gens qui étaient là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous avez encore envie que je précise certaines choses? Est-ce que j'ai loupé des choses? Tout d'un coup, il y a eu beaucoup de commentaires. Oui. Alors, merci Dominique de me confirmer que tu trouves que c'est important de parler de ça. Je pense que oui, effectivement, c'est important. Après, j'ai vu un petit bonhomme fâché passer là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, je pense que c'est important. C'est important qu'on mette en avant l'éthique. Surtout dans un monde où il y a de plus en plus de thérapies à disposition, de thérapeutes à disposition. Et encore une fois, je répète, pour moi, il n'y a aucune mauvaise thérapie, mauvais thérapeute. Ah oui, il y a des charlatans. Bah oui, comme partout et comme dans tous les métiers. Hein. On a aussi des mécanos charlatans, on a des charpentiers charlatans. Enfin voilà, il y a des charlatans dans tous les mondes.
qui font aussi des dégâts, hein, ça c'est clair, mais je reste persuadée que si en tant que patient on est attiré vers quelqu'un qui serait un charlatan ou qui serait mal intentionné, c'est de toute façon qu'on a quelque chose à y prendre, quelque chose à y comprendre, et c'est pas si grave en soi tant qu'on arrive à prendre un peu de recul et à réfléchir pourquoi on a vécu cette situation avec ce thérapeute qui n'a pas forcément été correct avec nous. Donc voilà. Alors je sais que parmi les gens qui ont écouté, il y a aussi des thérapeutes. Donc prenez ce qui vous parle, positionnez-vous. C'est toujours bon de se remettre en question et de voir à quel point on s'implique ou pas dans un soin, justement. Et essayez la prochaine fois que vous êtes en pratique de prendre un peu de distance et de dire, OK, je m'arrête à la participation. Je transmets ce que je sais faire, mais après, je suis consciente que c'est le patient qui doit faire le reste du chemin. Voilà, voilà. Alors j'arrive au terme de tout ça. Je ne sais pas chez vous, mais ici la tempête redouble de plus belle. C'est apparemment pas encore fini. Il y a encore beaucoup de bruit dehors. Mais voilà, on va essayer de se coucher pour se détendre en pensant que le vent nettoie. Et puis c'est toujours bon à prendre. Maëlle qui dit « Ok, merci, ben, mais de rien, avec plaisir. » Oui, Catherine, mon but, si tu veux, c'est pas forcément de faire comprendre aux personnes qui sont pas prêtes ce qui se passe. C'est surtout de leur faire comprendre que si ça fonctionne pas, c'est pas toujours la responsabilité du thérapeute. C'est aussi chez nous en tant que patient qu'on doit regarder pourquoi ça marche pas. Des fois, simplement, c'est pas la bonne personne. On n'a pas choisi le bon thérapeute, on n'a pas choisi la bonne technique. Je vous donne un exemple. Il y a des fois des gens qui sont venus chez moi pour un soin naïf avec leur animal. Ça bougeait pas. Et une semaine après, ils vont chez une de mes élèves et ça a bougé. Alors, c'était soit pas le moment, soit peut-être moi, j'avais pas la résonance nécessaire avec cet animal-là, de par mon vécu, par mon expérience. Donc, voilà, je pense qu'il y a à comprendre qu'on doit s'écouter et en général, on est appelé vers les bonnes personnes. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr qu'après, dans les soins à distance, je discutais avec une patiente cette semaine qui me disait, bah, tu vois, pour moi, il y a quelques années en arrière, j'aurais pas pu imaginer faire un soin à distance sans connaître le thérapeute. Et c'est vrai. Moi, je trouve qu'il faut une bonne dose de confiance hein, pour oser prendre contact avec quelqu'un qui fait des soins à distance si on n'a pas eu de recommandations, si on n'a pas eu d'écho, si on ne sait pas qui elle est, si on l'a jamais rencontrée, parce qu'on on donne la confiance à cette personne qui va faire un travail sur nous quand même. Et à distance, on ne sait pas qu'est-ce qui se fait. Hein. Donc, on ne peut que faire confiance. Donc, dans un monde où on parle d'énergie, où il y a une relation de confiance qui s'établit, effectivement, je pense que l'éthique a une importance qui est gigantesque. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, vous êtes encore nombreux. Moi, j'ai terminé hein, depuis un petit moment, mais s'il y a encore des choses à soulever, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le sujet. Tout prochainement, je ferai un direct sur l'importance du nettoyage et de la protection. Et là, ça concerne monsieur, madame, tout le monde, pas seulement les thérapeutes. Ce sera certainement dans une semaine ou deux. Donc, à suivre, l'importance du nettoyage et de la protection. On va discuter de ce sujet-là, qui est aussi un sujet très important et assez sympathique à discuter. Alors voilà. Ah, il y a encore plein de nouveaux commentaires. Attendez, je regarde vite. Ok, apparemment c'est tout bon. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, ne vous envolez pas ce soir. Profitez de votre soirée. Il n'est pas très tard encore. Et puis, moi, je vais aller me faire un bon thé, un bon film et au lit. Alors, à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là.